Merci de votre fidélité à notre émission, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Merton Ansi. Avec lui, nous parlerons de son livre « Le rêve africain ». Bonjour, très cher monsieur, écrivain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez à votre actif 10 livres, mais aujourd'hui, nous choisissons de parler de ce livre, Le rêve africain. Pourquoi le titre, Le rêve africain? Pourquoi le titre, Le rêve africain? Vous savez, depuis des lustres, j'ai essayé de voir tout ce qui se passe en Afrique, les différentes potentialités qui regroupent le peuple africain. Il m'est arrivé l'idée de me dire, si on pouvait avoir un seul projet de société pour toute une Afrique, afin que l'Afrique entière puisse partager un seul rêve, de la même manière qu'on parle d'un rêve américain, pourquoi ne pas parler du rêve africain? D'où l'initiative de prendre ma plume et de m'engager sur la rédaction de ce livre. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas un rêve comme tel? Si, l'Afrique a bel et bien un rêve, mais vous savez, il ne suffit pas de dire que l'Afrique a un rêve, parce que si nous essayons de retracer l'histoire depuis l'époque coloniale, nous allons comprendre que le rêve africain s'est vu dispersé. Du coup, on ne pouvait plus parler d'un rêve pour l'Afrique, mais un rêve pour chaque peuple, pour chaque nation. La Côte d'Ivoire peut avoir un rêve propre à sa nation. Le Congo peut avoir son propre rêve, mais que dirons-nous? Est-ce que tous les pays pensent de la même manière pour unir l'Afrique? D'accord. Alors, dans ce livre, vous parlez un peu de la politique, de la colonisation, de l'histoire de l'Afrique. Quel est le rêve que vous avez voulu partager avec vos lecteurs? Le rêve que j'ai voulu partager sont divers, parce que dans mon récit, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres qui évoquent plusieurs projets de société, parce que ce livre n'est pas un roman, oui, mais c'est un projet de société pour tout un continent. Je voudrais bien qu'ensemble, qu'on essaie de réfléchir, parce que l'objectif n'est plus que l'Afrique rêve pour un autre continent. Mais il est grand temps que l'Afrique rêve seule, pour son propre profit. Nous n'avons pas besoin que les gens quittent de l'extérieur pour venir nous montrer comment nous devons faire pour nous développer. Mais il est grand temps que les Africains s'assiedent ensemble pour voir comment faire pour pallier à toutes les difficultés qui minent l'Afrique dans son ensemble. Oui, mais d'où est-ce que le déclic est parti? Qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire réellement un tel livre? Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire réellement un tel livre? Vous savez, il y a eu une période où c'était depuis octobre 2024. J'avais effectué un voyage de l'extérieur. Quand je suis rentré, il y avait des problèmes de pénurie. Faute de quoi, la raffinerie de Pointe-Noire ne pouvait pas alimenter toute la ville. Il fallait faire recours jusqu'à Kinshasa. Et je me suis dit, mais si l'Afrique pouvait avoir une raffinerie, oui, où tous les États, tous les États qui détiennent la ressource naturelle pouvaient sélectionner un seul État où on devait construire, l'Union africaine devait construire une raffinerie pour l'Afrique. Aujourd'hui, on pouvait pallier à tous les problèmes liés aux pénuries de carburant. Oui. Parce que lorsque les colons viennent pour exporter, et le produit étant produit brut, quand ça se retrouve, ça doit aller à l'étranger pour devenir un produit fini et venir encore nous revendre plus cher. Oui. Alors que si nous-mêmes pouvons produire notre propre produit, aujourd'hui, l'Afrique ne serait plus ancrée à des problèmes de pénurie et autres, parce que nous aurons un grand réservoir qui se retrouve dans un état quelconque, et puis avec des grands tuyaux d'évacuation pour faire le dispatching du carburant sur tout le territoire d'Afrique. D'où l'idée d'opter pour l'écriture d'un projet commun pour toute l'Afrique, hein, pour le bien-être du peuple africain.
D'accord. Vous l'avez dit, ce n'est pas un roman, Oui. ça part d'un constat de manque de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, quand vous voyez que l'Afrique se dessine encore une nouvelle fois avec les conflits comme Rwanda, RDC, le Gabon qui réclame une partie de sa terre au Congo, qu'est-ce que vous vous dites en tant que jeune Africain? Vous savez, le plus grand problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Nous sommes le seul continent au monde où lorsque nous nous retrouvons dans d'autres continents, on se salue, on s'appelle mon frère. C'est en Afrique où vous pouvez rencontrer un Burkinabé, vous l'appelez mon frère, comment allez-vous? Il dira c'est bien, bel et bien, je vais bien mon frère. Mais ailleurs, si vous rencontrez un Européen, vous lui dites mon frère, il dit on ne se connaît pas. L'Afrique, par sa construction, est faite de solidarité. À cause des intérêts personnels, les Africains se mettent à s'entretuer pour le profit d'autres personnes. Parce que, vous savez, aujourd'hui, se discuter la terre, mais nous avons une seule mer. La mer, c'est la mer Afrique. Pourquoi nous allons nous discuter si nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble et nous entendre? Pourquoi s'entretuer? On n'entendra pas au niveau de l'Europe que les gens s'entretuent à cause des terres. Ils trouvent toujours un consensus. Le mieux serait que chaque Africain prenne conscience pour qu'il comprenne que ça ne sert à rien de tirer profit de soi. Mais il est grand temps de prendre des décisions communes, des communes, pour le bien de toute l'Afrique. Et je pense bien que tous ces conflits-là finiront. Parce que lorsque nous sommes en conflit, cela ne profite pas au peuple africain, ça profite à d'autres peuples qui sont parfois l'auteur de ces conflits. Donc j'en ai assez dit. D'accord. Alors, vous avez écrit ce livre et généralement, lorsqu'on écrit, c'est l'esprit qui s'exprime, c'est l'âme qui s'exprime. On est parfois même surpris de ce qu'on a écrit. Oui. Quel est le chapitre qui vous a le plus marqué dans ce livre? Le chapitre qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'était mon chapitre qui porte sur l'idée d'une université africaine, où l'Union africaine devait siéger pour prendre une décision de construire une université dans tous les États africains où chaque État devait bénéficier d'une faculté. Les enfants africains ne seraient plus contraints d'aller à l'étranger pour apprendre, mais ils vont rester seulement au niveau de l'Afrique pour emmagasiner, parce que le mal avec l'Afrique, c'est que nous achetons, nous nous approprions des édifices de construction, mais nous n'achetons pas la science. Le problème, ce n'est pas de faire appel aux Chinois pour venir construire au Congo, mais c'est de faire en sorte que les ingénieurs étrangers viennent inculquer les valeurs à nos élèves ici, et ils deviendront à leur tour des techniciens et puis capables de transmettre le savoir qu'ils ont appris à d'autres générations. Nous devons arrêter d'aller acheter, mais achetons plutôt la science au lieu d'acheter des infrastructures pour le bien-être du peuple. Alors, vous l'avez dit, l'Afrique a des défis, le défi éducationnel, en énergie également, mais c'est aussi le continent le plus jeune. Qu'est-ce que vous avez voulu partager avec cette jeunesse-là? Ce que je voulais bien partager avec cette jeunesse, je voulais bien faire comprendre aux jeunes, dont moi j'en fais partie, que arrêtons de rêver sur un pléonasme qui ne va jamais exister. De dire que, parce que vous savez, il y a un slogan qui se dit aujourd'hui, ce pays, ce n'est pas moi qui va l'arranger. Mais si nous n'arrangeons pas, qui viendra arranger à notre place? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'appartient pas à ce continent qui viendra arranger l'Afrique pour vous? Non, l'Afrique n'a pas besoin des autres, l'Afrique a besoin de nous, la jeunesse. Nous avons du potentiel, mais nous devons croire en notre potentialité. Parce que le problème, c'est que si nous ne croyons pas à ce que nous sommes capables d'accomplir, personne ne croira à notre place. Que chaque jeune Africain puisse maintenant se réveiller, se dire il faut que nous relevons les plus grands challenges que le monde n'a jamais reconnus. Étant un continent si jeune, mais être un continent jeune ne veut rien dire. Vous savez que ce n'est pas une grande armée qui peut défendre un roi, mais c'est la capacité et la qualité de ces guerriers qui peuvent aboutir à une grande victoire. Donc même si nous sommes jeunes, nous avons la capacité de remporter les plus grands challenges dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Mais quand vous écrivez, vous n'écrivez pas avec votre nom. Vous choisissez d'écrire avec un pseudonyme. Pourquoi? Mon pseudonyme, pourquoi je n'écris pas avec mon nom? Cela date depuis 2004, quand j'étais en seconde, nouvellement arrivé en seconde. J'étais très jeune, j'avais 14 ans à cette époque. J'avais un ami à moi
qui était amoureux de l'écriture. On s'est dit, mieux vaut pour nous utiliser des pseudonymes qu'on se fasse un nom pour l'écriture, parce que je voyais un peu l'image des grands écrivains de ce pays. Je me suis dit, pourquoi Outamsi a-t-il préféré Outamsi? Je n'ai pas voulu rentrer dans le fond du problème. Je me suis dit, bon, que moi aussi je me fasse un nom. Vous étiez fasciné par ces auteurs, d'où l'initiative, parce que le problème c'est que Jérôme Merton-Nancy reste ce fils qui a été éduqué selon les valeurs de ses parents, mais Merton-Longers, c'est cet écrivain qui veut se faire connaître, qui veut se faire lire au travers ses écritures. Donc quand je suis dans mon pseudonyme, je suis dans une autre peau et je m'inspire mieux dans cette peau, dans ma peau d'écrivain avec ce pseudonyme, que plutôt en utilisant mon propre nom. Oui. Vous êtes le président de l'association des anciens élèves de la Révolution. Est-ce que pour vous, écrire, c'est aussi rendre hommage à ce lycée-là qui vous a formé? Bel et bien, Madame Rebecca. Vous savez, je suis président du Cercle des anciens élèves du lycée de la Révolution. Et je voudrais bien, au travers de ma plume, inciter les autres qui ont les mêmes potentialités à pouvoir se réinventer au travers des écritures. Vous savez, de nos jours, nous avons constaté, quand nous étions encore au lycée, j'étais abonné à plus de 3 bibliothèques. Vous allez vous poser la question aujourd'hui à nos chers jeunes, combien sont au lycée et sont inscrits dans des bibliothèques? Personne. C'est comme si l'amour du livre, de la lecture, s'est enfoui. Est-ce que peut-être que ce sont des valeurs que les parents ont omis d'inculquer aux enfants? Parce qu'un enfant, normalement, pour qu'il soit au parfum de toute actualité, qu'il soit à la veille même de l'information, il faut qu'il s'habitue avec la lecture. Donc, d'où la nécessité de montrer aussi à certains de mes condisciples, dont j'encourage beaucoup, j'ai même dit à un collègue récemment que je pourrais t'aider à te montrer un peu des canevas, comment faire pour réussir à finaliser ton projet de rédaction. Parce que le problème, c'est de booster les autres qui ont la volonté. Parfois, d'autres ont encore une idée, mais ils ne savent pas comment réunir cette idée dans un livre. D'où la nécessité, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des écoles qui peuvent, ou bien des clubs qui peuvent encourager des jeunes, comment on appelle, lecteurs et des jeunes écrivains à pouvoir se réinventer dans leur potentialité. Oui, vous l'avez dit, votre chapitre préféré, c'est sur l'université africaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le plus grand défi de l'Afrique pour se développer, c'est l'éducation? Oui, bel et bien. Vous savez que dans tous les secteurs d'activité, s'il n'y a pas une éducation bien solide, nous ne pourrons pas réussir. Aujourd'hui, les jeunes sont plus orientés vers la politique sans pourtant comprendre que la politique elle-même est une science. Mais dans notre manière de comprendre les choses, on conçoit mal le concept de la politique. Pour eux, la politique, c'est une manière de mieux gagner sa vie. Et vous allez voir, il y a des gens qui critiquent parfois le pouvoir en place sans pourtant comprendre le pourquoi ils doivent critiquer, ils doivent faire embrouille. La politique, c'est toute une science que les gens étudient. Vous ne pouvez pas prétendre au leadership si vous n'avez pas, été bel et bien, bien instruit. Donc, l'éducation est le socle même de la pensée humaine. Parce que sans éducation, on se perd. Nous avons besoin des biologistes, mais il faut former des jeunes dans la biologie. Nous avons besoin de ceux qui font cybercriminalité, il faut les orienter vers la cybercriminalité. Donc, le tout se retrouve toujours ancré dans l'éducation. Sans l'éducation, il n'y a pas de développement possible. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer les chapitres de votre livre? D'accord, bien que mon livre est bel et bien vendu en ligne, j'y ai pensé dans mon projet de société, dans la réécriture de mon livre, dans le contenu. J'ai parlé de l'idée d'un, comment vous appelez ça? J'ai parlé de rallier l'Afrique au travers les rails. Parce que si aujourd'hui, j'avais la possibilité de quitter le Congo pour aller au Sénégal par la voie ferroviaire, ça serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est encore une utopie. Parce que même sur l'aspect d'importation et d'exportation, ça va faciliter à l'Afrique les entrées de tous les produits, mais au niveau intra-africain. Nous avons besoin de rallier l'Afrique au travers les rails.
Parmi les chapitres, j'ai suggéré même l'idée d'un passeport africain, pour ne pas accumuler trop de passeports, d'un visa africain, pour ne pas accumuler trop de visas. Prenons l'exemple sur le visa de l'espace Schengen. Donc si l'Afrique pouvait avoir son propre visa, aujourd'hui nous ne serons plus là ancrés à être refoulés ici et là. Normalement, l'Africain n'a pas besoin d'un visa pour aller dans notre pays. Sinon, ce sont des contrôles de formalité. Parce que vous savez que nous avons certains pays étrangers, ces étrangers viennent chez nous sans visa, mais alors que la réciprocité n'existe pas. Nous, pour aller chez les autres, on nous impose un visa, mais alors qu'eux, pour venir chez nous, ils n'ont pas besoin de visa. Mais d'où l'idée de demander, de suggérer au peuple africain, si ensemble on pouvait s'entendre, parce que je me rappelle bien à l'époque, du feu Muammar Kadhafi, il avait suggéré l'idée d'une monnaie unique pour l'Afrique. Si l'Afrique pouvait avoir sa propre monnaie, aujourd'hui nous serions une très forte puissance économique. D'où les enjeux. Il y a eu tellement de pesanteurs extérieures qui fait en sorte que parfois les Africains se sentent divisés pour essayer de prendre ensemble une seule décision pour le bénéfice de toute l'Afrique. Nous avons vu des campements militaires étrangers qui ont eu des bases militaires au niveau des pays africains. Mais si l'Afrique pouvait avoir sa propre base militaire, on choisit un État, donc tous les pays enverront un quota déterminé pour tous les soldats et l'Afrique a sa propre base militaire. D'où même vous avez vu ce qui s'est passé en Libye autrefois, le président Muammar Kadhafi s'est retrouvé seul. Il y a eu le soutien de quelques États, mais nous étions impuissants face à cela. Mais si aujourd'hui l'Afrique disait non, vous ne trouverez jamais un pays africain aller en Europe pour faire la guerre. Mais pourquoi l'Europe viendra en Afrique pour faire la guerre? Et si l'Afrique disait non, pensez qu'un seul État suffit pour détruire tout un État ou tout un continent, on trouvera toujours, on procédera par des pourparlers et on trouvera un consensus pour mettre fin à cette crise-là politique. Donc voilà un peu l'initiative sur les divers chapitres que j'ai essayé d'évincer dans mon livre. Donc, comme étant des projets, voilà pourquoi je répète bien que ce sont des projets de société pour éveiller un peu l'Afrique afin qu'il se réinvente à nouveau. Et comment s'est passée l'écriture de votre livre? Est-ce que ça a été de façon fluide ou vous avez eu des pages blanches? Non, malheureusement, j'ai travaillé avec mon éditeur The Book Edition. Ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de rejets. J'ai eu à faire même plus de 3 mois où j'envoyais le manuscrit qui était rejeté toutes les fois. Mais cela ne m'a pas permis de baisser les bras parce que j'avais un objectif à atteindre. Soit on vous dit le contenu ne correspond pas, il faut essayer encore de réfléchir. Parce que lorsque le contenu visait la personnalité d'une autorité, on vous dit non, il faut écarter. Mais faites, au lieu de dire ceci, dites pourtant cela. Ça m'a pris un peu beaucoup de temps pour reconstituer toutes mes idées et tout compte fait. Vous savez que toute œuvre avec beaucoup de persévérance finit toujours par aboutir. D'accord. Est-ce que dans ce livre, vous avez cité les personnalités et pour quelles raisons? Non, malheureusement. Vous n'avez pas voulu citer les personnalités et tout, et vous n'avez pas parlé de la politique africaine, du système électoral, par exemple? Bon, le système électoral africain, ça, sur ce point, parce que je voyais mon livre, même jusqu'en tome 2 ou 3. Oui. D'où, vous savez, on ne peut pas tout résoudre en un seul clic, mais il faut toucher du doigt des points très importants. Et au fil du temps que nous avançons, on peut se dire où on a oublié tel aspect. Pourquoi ne pas prendre un tome 2 pour voir d'autres aspects, pour éveiller, comment on appelle, les consciences. D'accord. Aujourd'hui, on a cette jeunesse africaine qui réclame sa liberté sur les réseaux sociaux. On voit les activistes, on voit aussi les passionnés. Est-ce que vous avez essayé d'évoquer ce sujet dans votre livre ou vous êtes resté je suis resté un peu... je n'ai pas voulu m'étendre un peu plus dans d'autres sphères. Question pour moi, d'abord, parce que comme un conseil, j'ai dit à un ami, je voudrais bien rester sur un caractère intellectuel. Que je ne sois pas trop dans la critique,
Mais vous savez, avant de critiquer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui pousse les autres à faire ceci et à faire cela. Parce que sinon, nous serons dans une critique, nous critiquons sans pourtant connaître le fondement. Pourquoi? Vous n'avez pas voulu donner les leçons. Oui, je n'ai pas voulu aller un peu plus loin, juste rester dans ma sphère, dans ma pensée exacte de ce que j'entendais par le rêve africain. Mais les propositions, quelles ont été Oui, vos propositions? les propositions ont été bel et bien là. Vous savez, j'ai suggéré à l'Afrique d'abord que chaque Africain devait prendre conscience. Parce que ce qui manque à l'Afrique, c'est le patriotisme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes sur des questions de l'Afrique, mais il faut que chaque Africain d'abord soit conscient que j'aime mon continent. Je dis toujours, j'ai un ami qui m'a dit, moi je dois me naturaliser, il faut que je devienne français. Je lui ai dit, je suis peut-être parmi ces Congolais qui sont fiers d'être Congolais. Comme l'a dit William Dubois, qui dit, je suis noir et je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Pourquoi chercher à imiter les autres? Pourquoi ne pas être fier de sa patrie, être fier de ses racines? Le mieux serait que chaque Africain d'abord se sente fier de l'Afrique, fier de lui-même, fier d'être appelé Africain. C'est de cette manière que nous pourrons réussir ensemble. Parce que si d'aucuns ne croient pas en une Afrique meilleure, nous n'arriverons pas au bout. Il faut d'abord que chaque personne commence d'abord à croire et à être fier de sa position en tant qu'Africain. C'est de la même manière que l'Afrique finira par s'en sortir. Alors, votre livre est disponible en ligne. Comment faire justement pour se procurer ce livre? Comment faire? Vous savez, si vous êtes sur le moteur de recherche Google, même sur ChatGPT, vous pouvez cliquer le rêve africain, le livre Le rêve africain, on vous dira, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur le rêve africain, mais aujourd'hui, ce livre est vendu dans plus de 5000 librairies en France. Donc vous pouvez visiter le site de la FNAC, vous trouverez Le rêve africain avec mon nom dessus, Merton Angers. Vous pourrez aller sur Amazon, vous trouverez ce même livre, parce que pourquoi j'ai voulu vendre ce livre en ligne? Parce que je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, déjà le Congolais, donc sur le sol, les jeunes Congolais ont perdu l'habitude du livre. Oui. D'où, il y a d'autres personnes qui veulent vous découvrir. Il y a même des Occidentaux qui veulent bien découvrir qu'est-ce que les Africains écrivent de mieux. Je comprends, il y a un journaliste américain qui s'appelle Dilly qui avait dit, mais c'était quand même très intriguant, il a dit que le seul moyen de cacher une vérité en Africain, c'est de prendre la vérité, de mettre dans un livre. Oui. Parce que cela veut dire que l'Africain ne lit pas, il est ignorant. D'où la nécessité, puisque aujourd'hui le monde du numérique a beaucoup évolué, les meilleures ventes aujourd'hui par des e-commerce. Les meilleures ventes se font maintenant en ligne. Maintenant, lorsque nous sommes au casino au niveau de la FNAC, vous trouverez ce livre-là bel et bien. Et aussi en version papier. Et vous pouvez aussi passer directement la commande et ils vont contacter l'éditeur et l'éditeur produit pour envoyer directement en version papier. D'accord. Pourquoi devons-nous acheter votre livre? Pourquoi devons-nous acheter ce livre? Si je m'adresse directement à vous, Madame Rebecca, vous êtes africaine. Oui. Vous avez besoin de croire en une Afrique unie et solidaire. Parce que le problème, ce n'est pas nous, c'est ce que nous laissons après nous. Vous savez, s'il ne nous restait que 24 heures à vivre, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années. Est-ce qu'en 24 heures, je peux réussir à le faire? La question serait de faire une introspection sur la qualité de la manière dont nous menons nos vies ici en Afrique. D'autres ont même honte d'être africains. Mais ce livre est nécessaire pour nous pousser à tous à croire en un avenir meilleur pour cette Afrique, afin que nous puissions la développer ensemble. D'accord. Vous abordez un sujet qui est très important, le rêve africain. Est-ce que vous pensez que vous avez été à la hauteur de ce sujet-là? J'en suis même très fier. Très très fier. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ce n'est pas mon premier livre. Je suis dans plusieurs domaines. J'écris des romans et autres. Bien que je suis pasteur de profession, mais je ne me limite pas qu'à écrire des livres chrétiens. Oui. Parce que je suis intellectuel. Je vais à l'école.
La question que je dis toujours à mes enfants, je voudrais bien qu'après mon départ, s'il plaisait à Dieu de me prendre, que vous soyez fiers de moi. Vous savez que papa a laissé une empreinte pour vous. Parce que la question, aujourd'hui, avec mon époux, tout le temps se dit, il ne faut pas envoyer les enfants à l'étranger. Je me dis, mais pourquoi les autres envoient? Mais c'est pour qu'ils acquièrent la connaissance. L'heure est venue d'arrêter d'envoyer des enfants, mais de faire en sorte que l'extérieur envoie leurs jeunes vers l'Afrique pour apprendre aussi chez nous. Nous pouvons inverser la pyramide. Tout est possible. D'où je me dis que je suis très fier pour cette œuvre. Alors, vous avez 10 livres à votre actif. Oui. Quelle est la particularité de ce livre-là? La particularité de ce livre, c'est parce que ce livre engendre l'éveil en nous. Donc, il y a de l'afrocentricité dans ce livre. Je suis parmi des partisans qui croient en un avenir meilleur pour notre Afrique, belle Afrique. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que c'est votre meilleur livre et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont suivis, votre mot de la fin? Bon, je ne me dis pas que c'est la meilleure œuvre que j'ai écrite parce que je ne sais pas ce que demain me réserve. Ce qui est meilleur ne peut pas se définir de ma personne. Il faut que les lecteurs qui lisent les livres, parce que j'ai un challenge, je me dis que si je pouvais remporter un best-seller, je serais très ravi que mon livre soit examiné par beaucoup de nations. Peut-être qu'après moi, peut-être 30 ans après moi, l'Afrique pourra enfin se réveiller de son hypnose. Peut-être que l'Afrique est en train d'hiberner jusqu'alors. Mais je voudrais quand même laisser un projet de société pour que la génération à venir sache ce que les autres ont fait et ce qu'ils peuvent accomplir demain. Monsieur Merton Ansi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très chers téléspectateurs, nous vous retrouvons très prochainement sur la télévision nationale congolaise et quand vous voulez sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, avec le mot-clé émission de vous à moi avec Rebecca Deibende. Merci, au revoir.